Bonjour. Nous allons donc étudier de nouvelles structures de données qu'on appelle en fait les graphes. Et donc, ce sont des structures arborescentes. Alors, je rappelle de manière générale qu'il y a deux types de structures arborescentes, les arbres et les graphes. Alors, nous allons nous intéresser en fait aux graphes qui sont en fait des structures de données les plus utilisées. Et donc, comme l'avons si bien dit, il y a deux manières de représenter des graphes. On peut représenter graphes soit à l'aide de matrices d'adjacence ou à l'aide de listes d'adjacence. Donc, on va examiner donc le premier projet qui consiste à créer en fait un graphe sous la forme de matrice d'adjacence. Et donc, on va considérer le cas d'un graphe non orienté. Donc, ce qui fait que lorsqu'on a deux nœuds, un nœud I et un nœud J, donc il existe donc un lien entre le nœud I et le nœud J, et donc qu'on appelle en fait ce lien-là est appelé arête. Donc le chemin qui mène de I vers J est le même que le chemin qui mène de J vers I. Alors donc nous allons examiner donc, comme on l'a dit, la première représentation d'un graphe sous la forme d'une matrice d'adjacence. Alors le projet contient de manière générale trois fichiers. Donc vous le voyez ici, le fichier graph.h. Et ensuite le fichier graph.h contient donc la description de la classe graph. Le fichier graph.cpp qui contient donc la description des méthodes de notre graphe, et en fait l'application donc qui contient la méthode main et donc qui permettra en fait d'exécuter l'application. Alors lorsqu'on examine le fichier graph.h, on se rend compte que qui donne la description du graphe. Alors on constate ici que dans la zone privée qui décrit donc les attributs, on a la variable n, l'attribut n qui représente en fait quoi? Le nombre de nœuds du graphe. Et puisque le graphe est sous la forme d'une matrice, alors une matrice étant constituée d'un tableau, deux tableaux, et d'un tableau, donc la matrice est constituée de tableaux à une dimension. Donc la matrice donc est déclarée sous la forme d'un double pointeur. D'abord, le tableau qui contient des tableaux, le tableau lui-même est un pointeur qui contient d'autres tableaux, donc ce qui explique le double pointeur. Donc ici notre matrice s'appelle G. Donc N représente donc le nombre de nœuds, G représente la matrice d'adjacence du graphe. Alors nous avons notre constructeur. Le constructeur, donc je rappelle qu'il porte le même nom que la classe. Ce constructeur ici est appelé graph. Je rappelle qu'un constructeur ne possède pas de type de retour, comme ici par exemple void. Alors, comme j'ai dit, dans un graphe non orienté, de manière générale, on a une méthode appelée ajouter arête, qui crée une arête entre deux nœuds X et Y, qui crée une arête. Donc entre deux nœuds X et Y quelconque du graphe. Alors donc, qu'est-ce que va faire donc ce qu'on a de ces deux méthodes? Donc ajouter arête, et ensuite afficher graphe. Cette méthode afficher graphe va donc afficher d'abord la matrice d'adjacence du graphe, donc qui sera constituée de valeurs 1 ou 0. Alors, à l'intersection d'une ligne et d'une colonne de la matrice, on a 1 s'il existe en fait une arête entre le nœud I et le nœud J, bien entre le nœud X et le nœud Y. Et 0 dans le cas contraire s'il n'y a pas d'arête entre un nœud X et un nœud Y. Donc voilà la description donc, de la classe graph.h. Alors si on examine le fichier graph.cpp, donc la première des choses à faire à ce niveau, c'est d'abord d'inclure la classe graph.h. Ensuite on inclut les bibliothèques classiques, donc IOStream. Alors le constructeur graph, c'est pour définir donc, la méthode graph définie dans la classe graph. Donc on utilise l'opérateur de résolution de portée. Alors qu'est-ce que fait d'abord ce constructeur? Il demande donc le nombre de nœuds que doit contenir le graphe. Alors, donc, on lit ici n, le nombre de nœuds. Ensuite, on crée donc d'abord le tableau qui contient donc n tableaux. Donc, et fait par l'instruction G new in étoile n. Donc, il s'agit donc G est un tableau comportant n pointeurs. Vous constatez ici n, c'est le nombre de n pointeurs et n pointeurs. Donc, qui va représenter nos n tableaux de la matrice. Donc, une fois que donc, le tableau est créé par l'instruction G new in étoile n, il faudra donc maintenant créer chaque tableau à une dimension qui est dans la matrice. En ce moment, on définit donc le nombre d'éléments qui est dans chaque ligne de la matrice. Et comme c'est un graphe orienté, le graphe orienté est présenté sous la forme d'une matrice d'ordre n, c'est-à-dire une matrice carrée comportant n lignes et n colonnes.
Et donc, on crée donc les tableaux avec dimension. Vous voyez, G de I, nu, int, n. Et par défaut, qu'est-ce que l'on fait? On suppose donc au départ, à la création du graphe, qu'il n'y a aucune arête entre les nœuds. C'est pour ça. Tous les éléments de la matrice sont mis à zéro. Pour dire au départ qu'il n'y a donc aucun lien entre les différents nœuds de la matrice. Ensuite, donc ça c'est la méthode donc, qui crée un graphe donc sans le graphe, la matrice elle-même et tous les éléments à zéro pour dire qu'il n'y a pas encore d'arête entre les nœuds. Maintenant, on a donc une méthode maintenant, ajouter arête, qui permettra de définir, sélectionner quels sont les nœuds pour lesquels il existe une arête. Donc il faut donc une paire de nœuds. Alors si on a deux nœuds quelconques du graphe x et y, la méthode ajouter arête donc crée quoi? Une arête entre les nœuds x et y. Et pour cela, donc en ce moment, je rappelle que pour l'utilisateur, par exemple, le premier nœud est numéroté 1, mais en réalité, dans une matrice, l'indexation commence par 0. Donc, c'est pour ça, si on parle du nœud x en réalité, dans la matrice physique, ça représente en fait le nœud x moins 1. Et de même aussi pour qui, si on parle d'un nœud y, en réalité, dans le graphe, ça représente le nœud y moins 1. Alors, qu'est-ce que fait donc cette méthode ajouter arête? Mais vous voyez bien qu'elle fixe dans la matrice à la ligne x moins 1 et à la colonne y moins 1 la valeur 1 pour dire que donc il existe une arête entre le nœud x et le nœud y. Mais de même, il faut définir aussi l'arête inverse, c'est-à-dire qu'il existera aussi un nœud, une arête entre y et x. Donc c'est pour ça la méthode ajoute arête fixe la valeur 1 deux fois entre x et y, d'une part dans la matrice sur la ligne x et y, et aussi fixe la valeur 1 sur la ligne y et la colonne x. Voilà donc finalement, après avoir donc initialisé toute la matrice à 0, on utilise la méthode ajouter arête pour définir en fait une arête entre le nœud x et y. Et donc ça demande une double instruction, mais puisque le graphe est non orienté, donc il faut ajouter 1 de part et d'autre. D'une part entre la ligne x et la colonne y, et en même temps d'autre part entre la ligne y et la colonne x. Voilà donc pour la méthode ajouter arête. Ensuite, nous avons la méthode afficher graphe qui a deux rôles. Premièrement, elle va afficher d'abord la matrice d'adjacence à l'écran, où on verra donc les liens entre les différents nœuds, donc les arêtes. Et donc, vous voyez, donc, cette méthode afficher graphe, dans un premier temps, donc, parcourt la matrice et affiche les valeurs de la matrice, GIJ. GIJ, donc, représente en fait quoi? Un élément, une valeur de la matrice, et donc, on a donc la matrice d'adjacence affichée donc à l'écran. Ensuite, l'étape suivante, c'est de définir en fait pour chaque nœud du graphe ses successeurs. Alors, on dira que donc qu'un nœud J est un successeur de I si à la ligne I et à la colonne J on trouve la valeur 1. Alors, donc physiquement, comme on l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on parcourt une matrice, on commence par la ligne 0, mais en réalité, on affiche à l'écran la ligne 1 à l'utilisateur pour dire, on ne dira pas le nœud 0, mais on dira le nœud 1. Donc, physiquement, la ligne a pour numéro 0, elle commence par 0, mais on affiche comment ça s'appelle, la ligne 1. Le éviter que l'utilisateur constate une ligne 0. Alors, vous voyez, donc, alors, pour chaque I allant de 0 à N, donc, on va parcourir tous les J. Donc, pour chaque ligne, on parcourt les colonnes de J. Et donc, on va afficher les successeurs. Donc, un nœud J est un successeur si, en fait, à la ligne I et à la colonne J, on trouve la valeur 1. Donc, une valeur différente de 0. Et donc, voilà, et donc, cette boucle-là affiche donc pour chaque nœud I de la matrice ses successeurs, à condition que pour chaque ligne I qu'on ait une colonne J où l'on trouve 1. Donc c'est pour ça cette condition if là affiche donc les successeurs du nœud I. Voilà. Et donc pour terminer, il reste donc le fichier application.cpp. Donc la première des choses, qu'est-ce que fait ce fichier? Ce fichier dans un premier temps inclut la classe graph.h. Alors on crée un objet G qui est le type graph. Donc ça veut dire que quand vous déclarez graph G, qu'est-ce qui se passe? Le constructeur de la classe graph est exécuté et donc qu'est-ce que vous faites? Automatiquement une matrice est mise à 0. Et justement, le constructeur de la classe graph est exécuté, il va vous demander le nombre de nœuds. Et donc, en demandant le nombre de nœuds, mais qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez donc choisi le nombre de nœuds et le constructeur de la classe graph est exécuté et il va mettre en fait tous les éléments de la matrice à 0. Ensuite, avec les méthodes ajouter arête, vous voyez, ajouter arête, on fixe les arêtes entre les différents nœuds.
Et donc, vous voyez ici, donc, on ajoute par exemple une arête entre le nœud 1, 2, 1, 2. Donc, c'est la même chose que ajouter une arête entre le nœud 2, 1. Alors, vous voyez, on fait un ensemble d'ajouts d'arêtes. Et donc, qu'est-ce que fait cette méthode d'ajout d'arêtes? Elle modifie en fait les valeurs 0 initialement fixées pour les nœuds concernés. Et donc, vous voyez, on a fait ajouter un certain nombre de fois. Et ensuite, on exécute justement la méthode afficher graphe, donc il va afficher la matrice d'adjacence du graphe, ainsi que pour chaque nœud du graphe, l'ensemble de successeurs. Et donc, si on exécute donc cette application, build and run, alors, vous voyez à l'écran, il me demande donc le nom de nœud, et donc dans mon application, j'ai 7 nœuds, 7 nœuds, vous voyez, j'ai 7 nœuds, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc nombre de nœuds 7. Voilà. Alors, j'exécute. Alors, justement, avec justement les méthodes ajouter arrête 1, 2, ajouter arrête 1, 3. Donc, par exemple, si on examine en fait ces 3 instructions, on se rend compte que le nœud 1 a 3 successeurs, qui sont lesquels les nœuds 2, 3, 4. Le nœud 4, par exemple, lui aussi a, on constate que le nœud 4 a 3 successeurs, qui sont lesquels? Donc 5, 6, 7. Mais au même moment, on constate que si le nœud 1 a 3 successeurs, 2, 3, 4, mais le nœud 2 lui-même a pour successeur le nœud 1. Parce qu'on a une arête entre 1 et 2, donc le nœud 2 a pour arête pour successeur le nœud 1. Alors, justement, et donc quand on visualise donc l'exécution de ce projet, vous voyez, la première des choses, tout d'abord, on constate que d'abord, la matrice d'adjacence est affichée. Vous la voyez là, la matrice d'adjacence est affichée. Excusez-moi. La matrice d'adjacence est donc, disons, excusez-moi un instant. Alors, la matrice d'adjacence est affichée. Je vais prendre l'exécution. Je vais prendre l'exécution. Un instant. Voilà. On va analyser donc le résultat produit. Donc, résultat produit, donc build. Donc, je reprends l'exécution. Nombre de nœuds, 7 nœuds. Voilà. Et donc, vous constatez donc que tout d'abord, la matrice d'adjacence est affichée selon le travail effectué par notre méthode ajouter arrête. Ensuite, comme vous voyez, j'avais bien dit que les successeurs du nœud 1 sont 2, 3, 4. Le nœud 2 a pour successeur 1, mais parce qu'il existe en fait une arête entre le nœud 1 et 2. Donc 2 aussi a pour successeur 1. Le nœud 3, effectivement, puisque le nœud 1 a pour successeur le nœud 3, mais le nœud 3 aussi a pour successeur le nœud 1. Ainsi de suite. Et vous voyez que par exemple, pour le nœud 4, par exemple, il a combien de successeurs? Le nœud 4 a pour successeur les nœuds 1, 5, 6, 7. Effectivement, mais parce qu'ici, d'une part, 4 a pour successeur 1, 4 a pour successeur 5, 6 et 7. Ainsi de suite. Voilà donc une représentation, comme on l'a donné, comme l'a démontré ici, la représentation d'un graphe sous la forme d'une matrice d'adjacence. Voilà. Donc nous allons ensuite examiner donc comment représenter en fait une matrice, la deuxième forme, sous la forme d'une liste d'adjacence. Alors, lorsque le graphe ne contient pas trop de nœuds, il est conseillé de représenter donc, lorsque le graphe n'est pas dense, il est conseillé de représenter le graphe à l'aide d'une matrice d'adjacence. Lorsque le nombre de nœuds est très important, en ce moment, on utilise plutôt par la représentation d'un graphe sous... Il n'est pas conseillé d'utiliser la représentation d'un graphe sous la forme de matrice d'adjacence, mais sous la forme de liste d'adjacence. C'est-à-dire que le graphe est composé de plusieurs listes. Donc, nous allons faire cette démo tout à l'heure. Je vous remercie de votre attention.